On va poursuivre avec le second témoignage, celui d'Isabelle Zablit, qui va nous exposer quelle méthode pour transmettre des messages audibles. Bonjour à tous. Eh bien, je pense que l'ordre de passage fait bien les choses parce que je pense que ça va compléter en fait et peut-être donner la suite de ce que Luc vient de vous exposer. Donc, je suis de la même promotion que Luc, Léonard de Vinci. Je suis entrepreneur également et administratrice de la Fédération du numérique qui représente 85% du secteur numérique en France. À ce titre-là, je préside le programme des startups du numérique en France et on m'a demandé de rejoindre, donc c'est pas moi qui ai connu cette association, on m'a demandé de rejoindre l'association 100 000 entrepreneurs parce que ça ne vous étonnera pas, il y a peu de femmes et il y a encore moins de femmes du numérique, donc ils recherchaient des profils pour pouvoir avoir des rôles modèles en fait à dérouler. Alors qu'est-ce que c'est que cette association ? Elle m'a vraiment impressionnée et c'est vrai que quand j'ai eu l'appel de Cécile et de Cathy, j'ai tout de suite pensé au parallèle qu'on pouvait faire entre le fonctionnement de cette association et ce que peut-être nous recherchions dans la diffusion de la culture scientifique. Pourquoi ? Parce que le challenge finalement il est le même. Ici, il s'agissait d'acculturer les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que bien qu'on nous dise qu'on est une start-up nation, si vous regardez vraiment dans les start-up, il y a énormément de gens très expérimentés en réalité et finalement assez peu de jeunes, contrairement à l'image que les médias renvoient parfois. Donc l'idée, c'était vraiment d'acculturer les jeunes à la notion d'entreprise, leur dire, eh bien, osez. Et là, c'est aussi mon petit parallèle personnel avec l'IHEST, parce que je trouve que l'IHEST, il y a deux choses. C'est oser rejoindre le cycle national, parce que oser prendre du temps, oser demander, oser ceci. Hein. Et puis, une fois on s'est nourri de l'IHEST, eh bien, c'est oser mener des nouveaux projets. Donc, c'est là aussi le parallèle. Donc, 100 000 entrepreneurs, c'est une association qui est extraordinaire parce qu'elle a, en 10 ans d'âge, acculturé 400 000 jeunes en France à l'esprit d'entrepreneur. Elle fonctionne dans toutes les régions et elle utilise en fait une méthode. Donc je vais pas lire, hein, je vous laisse lire hein, tout ça. Comment ? Voilà. Elle fonctionne en fait avec. Enfin, moi c'est ce que j'en ai retiré avec les éléments suivants. Un, donc le point de départ, c'est diffuser la culture de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, c'est entraîner l'écosystème parce qu'il faut des gens qui interviennent auprès des jeunes pour parler de l'entrepreneuriat. Donc c'est tout un écosystème qui est mobilisé, comme vient de le montrer Luc. Après, eh bien, il faut s'appuyer sur une gouvernance, c'est-à-dire que cette association, elle a un fonctionnement, elle a été créée par un entrepreneur qui était prof d'entrepreneuriat, à qui on a demandé d'intervenir, mais à force d'intervenir, au bout d'un moment, tu vois, il est arrivé au bout de son modèle et il a dit, moi j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aident, parce que je ne peux plus gérer les nombreuses interventions qu'on me demande. Et c'est tellement vrai que je vous dis, c'est qu'en 10 ans, il est parti de l'Île-de-France, mais toute la France maintenant fonctionne avec cette association. Et puis... Un point s'est posé, et c'est là-dessus que je voulais insister, c'était de dire, eh bien, comment, en déroulant ce fonctionnement sur toute la France, sur toutes les nombreuses écoles où on intervient, les forums et les événements, comment je peux garder un message cohérent et audible ? C'est-à-dire que je me repose sur d'autres, mais est-ce qu'ils vont porter le même message que moi ? Est-ce que c'est la même diffusion de culture que je vais pouvoir faire ? Donc chaque intervenant qui s'engage dans l'association comme moi, doit impérativement, sinon il ne pourra pas le faire, hein, même si on manque de bras et de personnes, doit suivre une formation qui est soit en présentiel, soit en e-learning, pour pouvoir avoir la même approche dans les interventions. Donc concrètement, moi je suis intervenue dans un collège à Garches il y a 15 jours. J'ai rejoint récemment l'association, j'ai mis du temps à faire ma formation parce que je ne trouvais pas le temps, voilà. Mais là, maintenant, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, donc j'ai eu le droit d'intervenir. Et on s'est retrouvés, on était une dizaine d'intervenants disséminés dans toutes les classes. Et on a fait un briefing et puis un débriefing, et j'ai été vraiment stupéfaite de voir que même si on ne se connaissait pas, même si on n'avait pas préparé ensemble, on arrivait vraiment à porter des messages similaires. Et ça, je pense que peut-être dans la constitution d'une réserve citoyenne, ça peut être un modèle peut-être inspirant de se dire, eh bien voilà, si on veut s'appuyer sur
un réseau d'anciens auditeurs, etc., qui doivent diffuser la culture scientifique. Peut-être qu'il faut également penser à structurer comment on va s'organiser, et puis structurer la façon dont on va porter le message, parce que si on est issu d'un institut de recherche ou d'une entreprise, on n'a peut-être pas le même message au départ, mais il faut en tout cas qu'on puisse acculturer les autres avec la totalité de ce qu'on veut faire. Voilà, donc ici, l'écosystème s'appuie sur un tas d'organisations existantes et intègre au fur et à mesure aussi des projets. Peut-être que Luc le rejoindra un jour s'il veut s'appuyer sur les 10 permanents, parce qu'il y a 10 permanents qui gèrent ça. Et donc, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez reçu le briefing, etc., vous recevez régulièrement des demandes d'intervention. On vous dit, ben voilà, il faut X intervenants dans tel endroit, etc. Donc là, c'est l'équipe qui gère et vous voyez qu'elle couvre le territoire. Alors ici, je vous ai donné quelques éléments sur la méthodologie en direct. Donc, il y a un guide d'intervention pour celui qui intervient, mais il y a aussi un guide de celui qui demande une intervention pour qu'il comprenne aussi dans quel objectif et dans quelle optique ça va se faire, parce que la demande peut émaner d'une école, mais peut émaner d'une mairie, peut émaner d'une association, d'une autre association. Il y a des forums également, donc voilà, donc il y a différents guides qui sont faits pour ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'est... Oui, pour moi c'est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que celui-là, il va voir. Celui-là, il va pas voir. C'est ça, en fait, l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je devrais toujours venir là d'abord. Pas toujours. Bon, alors moi d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire acculturer, parce qu'étymologiquement, ça a l'air de vouloir dire l'inverse de ce que tu veux dire. Donc j'aimerais bien que tu le définisses, si ça ne t'ennuie pas, à moins que je sois la seule à ne pas savoir ce que ça veut dire. Oui, acculturer, ça existe comme verbe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et j'ai cherché vite fait pendant que tu parlais, mais comme voilà, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, en l'occurrence, donc, si je prends le projet de 100 000 entrepreneurs, c'est vraiment de diffuser la culture de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Parce qu'en fait, quand on interroge des collégiens, des lycéens et même au-delà, et qu'on leur demande « Avez-vous pensé à créer une entreprise ?», une très faible minorité d'entre eux y pensent, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas des parents qui ont porté un modèle entrepreneurial, parce qu'ils pensent que c'est trop risqué, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de diffuser une culture de l'entrepreneuriat, donc les acculturer, pour qu'ils osent, en fait, porter ce type de projet. Et la deuxième, comme quand tu as des amis comme moi, tu n'as pas besoin d'avoir d'ennemis. Je suis vraiment très, très questionnée par l'idée d'une méthode qui impose une seule mode de communication. Quand on parle de l'environnement global dont on est en train de parler, une société très diversifiée, des messages à multiniveaux, etc. Alors, bon, donc ça sera un long débat. Non, mais ici, on est sur la méthodologie, on n'est pas sur le contenu. Chaque entrepreneur porte son histoire, son projet, et a une histoire vraiment complètement différente, je crois, à partager avec les jeunes. Et j'allais dire, et tant mieux, parce qu'en fait, si on était sur du clonage, ce serait terriblement ennuyeux. Par contre, quand on se retrouve face à une classe et qu'on veut stimuler l'envie des jeunes, leur questionnement, et justement faire en sorte qu'ils arrivent à se dire, voilà, l'entreprise, c'est un projet en soi, eh bien, ça se prépare. Et si chacun cherche à se préparer de son côté, je pense qu'il y a une perte de temps, une perte d'énergie. En plus, on ne va pas trouver les bonnes réponses. Donc l'association a veillé à donner un guide, non pas pour donner le contenu, mais plutôt pour faciliter aux intervenants leur intervention, les guider. Enfin, moi, je rencontre aussi des gens qui ont terriblement peur de se retrouver face à une classe, tout simplement, qui disent « mais moi, je ne sais pas faire, qu'est-ce que je vais dire à ces jeunes-là » Donc il y a une façon aussi de rassurer, je crois, les intervenants, et de structurer le dialogue avec les jeunes. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de diffusion de culture scientifique, je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être aussi quelques traits communs à en tirer. Parce que comment va-t-on faire cette diffusion scientifique ? Est-ce que si on vise des publics de jeunes, la problématique n'est-elle pas la même ?
si je prends une petite anecdote personnelle, il y a 6 mois, moi j'ai un couple d'amis qui m'a appelé en me disant c'est une catastrophique, notre fils veut faire des maths. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie avec des maths? Ils étaient terrifiés parce que pourquoi ils sont tous les deux issus de parcours de lettres et ils considéraient que leur fils allait droit à la case chômage. Non mais voilà. Mais eh ben oui, mais pourtant tous les deux cadres supérieurs avec des très beaux jobs. Donc pour eux les maths ce n'était pas une voie pour leur enfant. Et donc j'ai passé 2 heures au téléphone en leur dire mais si. Et génial. Mais donc, je crois qu'il y a encore un vrai job à faire en termes de diffusion de la culture scientifique et la façon dont on porte le discours n'est pas anodine, à mon avis. Donc là, j'ai une question un petit peu, enfin pas iconoclaste, mais donc là, le public visé, ce sont les jeunes et les étudiants. Oui. Donc les chercheurs du public moins jeunes, ils sont jamais visés par ça, parce que les chercheurs du public. Parce qu'en ce moment, en tout cas, l'INRA nous bassine avec des cours pour nous dire « Waouh, c'est bien, créez votre entreprise, faites ci, faites ça ». Puis nous, on dit « Non, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter avec ça ?» On en a des collègues qui ont essayé depuis 5 ou 10 ans, ils se sont tous cassés la gueule au bout de 3-4 ans. Donc pourquoi nos dirigeants se mettent dans la tête que l'avenir de la recherche publique, c'est de créer des start-up, de faire créer des start-up par ses employés, quoi. Alors, là, je n'ai pas encore assisté à une des séances de démonstration et d'attractivité, mais je trouve qu'on a déjà eu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Bon, alors on a l'impression que là, c'est le cycle, ça revient. Il faut absolument que le chercheur public il crée sa start-up, sinon il n'a pas réussi sa carrière. Alors je me dis peut-être que ça serait mieux que des associations comme 100 000 entrepreneurs fassent le même exercice auprès de chercheurs publics, plutôt que ce soit des initiatives institutionnelles qui nous tombent dessus tous les 5 ans en disant mais comment ça se fait, vous êtes nuls de chercheurs publics, vous n'avez toujours pas créé votre boîte. Alors, je crois que l'association intervient également sur des publics plus, on va dire, plus matures. Mais le cœur de cible, ça reste quand même les collèges et les lycées dans la conception de l'association. Mais il y a aussi des interventions dans des forums et dans des événements spécifiques, voire vis-à-vis de publics spécifiques. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que l'acculturation, pour moi, passe par l'intégration de la culture du risque. Oui, on a le droit d'échouer, ça fait partie même de l'entrepreneuriat, d'oser échouer. Et en fait, on répète à nos enfants que non, ils doivent réussir tout de suite. Et c'est vraiment des gros problèmes que l'on a par rapport à cette démarche, c'est de dire oser rater. Osez rater, parce que c'est de vos échecs que vous allez plus tard construire quelque chose. Maintenant, est-ce que tout projet doit passer par une start-up? Alors, je suis absolument contre, je suis la première convaincue là-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'oser lorsque c'est pertinent. Il ne faut pas être dans un contexte un peu compétitif en même temps. Alors moi, j'ai toujours tendance à dire que la compétition, quoi qu'on fasse dans la vie, il y en a toujours. On a au sein de la IHEST, à un moment donné, on avait travaillé sur le positionnement avec Eric de l'association et on voyait bien qu'on était en concurrence avec d'autres engagements des auditeurs. D'accord ? Donc il y a toujours une notion de concurrence. Mais normalement, ça fait partie de la vie, tout simplement. Oui, merci pour je trouve que c'est très très intéressant. La question que je me posais, c'était l'intrapreneur. J'ai vu qu'il était mis en place. On est bien d'accord que c'est pas l'entrepreneuriat pour faire sortir des gens, mais l'intrapreneuriat, c'est pour qu'ils prennent des initiatives en interne. Et là, on a vraiment, je pense, des publics qui sont peut-être encore plus hétérogènes que des collèges, lycées, enseignement supérieur. Est-ce que la méthode est la même? Est-ce que tu vois des différences Non, mais je ne pense pas qu'on peut faire un guide d'intervention et un déroulé pour un public en entrepreneuriat comme pour un collège ou un lycée. On ne sait pas du tout la même cible. Et, c'est presque. Je laisse nos collègues responsables médias. Là, c'est une question de cible et de public. Après, on s'adapte. Mais je pense que le principe, c'est plutôt de se préparer à communiquer avec ces publics-là pour acculturer en fait au maximum, c'est-à-dire pour leur donner l'envie d'essayer. C'est ça ce qui est recherché. Tout comme j'imagine qu'on pourrait donner envie aux jeunes d'essayer de se lancer dans la science. Voilà. Merci.